En ce qui concerne Internet et les affaires criminelles, ça peut être un vrai champ de mine. Des théories du complot farfelues, mêlées à un désir de voir des mystères là où il n'y en a pas vraiment, peuvent te mener à des spéculations et des suggestions extravagantes, mais bien intentionnées. Mais certaines affaires ont vraiment besoin de l'aide de communautés improbables pour être résolues. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 affaires où des enquêteurs amateurs sur Internet ont aidé à résoudre des affaires classées. Donnie Irwin. Donnie Irwin, âgé de 59 ans, a été vu pour la dernière fois dans le sud du comté de Camden, dans le Missouri, vers 9h30 du matin, le 29 décembre 2013. Il conduisait alors sa Hyundai Elantra argentée de 2002. Donnie était décrit comme portant un manteau bleu, un jean bleu et des chaussures grises au moment de sa disparition. Et il a été noté qu'il lui manquait la jambe gauche en dessous du genou et qu'il avait une cicatrice visible allant du coude gauche jusqu'au poignet. Il a quitté la maison pour acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Pendant une décennie, il n'y a eu aucun signe du vétéran du Vietnam et les enquêteurs n'avaient absolument aucune piste ni aucune preuve. Mais des réponses ont finalement émergé 10 ans plus tard, en 2023, lorsqu'un YouTuber nommé James Hinkle a commencé à enquêter sur l'affaire. À l'aide de son drone, il a étudié les plans d'eau à proximité à la recherche de la forme d'une voiture submergée. Pendant des mois, James avait cherché une trace de l'homme de 59 ans. Plongeur expérimenté, il avait sorti son kayak, plongé et utilisé du matériel sonar pour retrouver l'homme disparu, mais aucun indice n'est apparu. Environ 9 mois après le début de ses recherches, James a finalement trouvé ce qu'il cherchait. Lorsqu'il a fait voler son drone au-dessus d'un étang sur une propriété privée à environ 5,5 km de la maison de Donnie. Là, il a remarqué une forme massive dans les profondeurs de l'eau et il a ensuite informé les autorités de sa découverte. Peu de temps après, les autorités ont sorti une Hyundai de l'étang. Sa description et son numéro de plaque d'immatriculation correspondaient à ceux de Donnie. Malgré cette avancée, cependant, il n'y avait aucune trace de l'homme de 59 ans. Ce n'est que 5 jours plus tard, la veille de Noël, que des équipes composées de chiens cadavériques et de plongeurs ont découvert à la fois des restes humains et une prothèse de hanche, cette dernière ayant été identifiée comme appartenant à Donnie. Les enquêteurs ont déclaré qu'une analyse médico-légale était nécessaire pour confirmer à 100% que les restes étaient ceux de Donnie, mais ils étaient confiants qu'il s'agissait bien de lui. Sa sœur, Yvonne Irwin Bowen, a écrit sur une page Facebook à propos de la nouvelle. Je ne peux pas mentir, c'était une journée extrêmement difficile. Épuisée émotionnellement, elle a ensuite déclaré au New York Times « C'est un nouveau chagrin. Même si je savais au fond de moi qu'il était parti, accepter la réalité est une toute autre chose. Bien qu'il ne soit pas clair si Donnie a mis fin à ses jours ou s'il a succombé à un accident, sa sœur pense que la première hypothèse est probablement la vérité. Elle précise qu'avant sa disparition, il avait appris qu'il devrait sûrement se faire amputer de la deuxième jambe. Elle a conclu « Mon frère a fait ce qu'il a fait parce qu'il ne voulait être un fardeau pour personne. » Elle a ajouté que même si elle connaît enfin la vérité, elle n'aura jamais de réconfort. Je cite « Les gens disent toujours que lorsque vous retrouvez cet être cher, vous obtenez la paix intérieure. Non, ce n'est pas vrai, parce que vous ne comprendrez jamais. » Crystal Theobald, en février 2006. Crystal Theobald a été abattue à Arlanza, en Californie. Elle n'avait que 24 ans et était mère de 2 enfants. Son petit ami conduisait le couple dans le pâté de maison 6600 de Geranium Place cette nuit-là, lorsqu'un groupe d'hommes près d'un SUV a commencé à tirer sur la voiture. Au procès, il est apparu que le groupe ayant tiré sur la voiture était composé de membres de gangs. Et il croyait que Crystal, son petit ami Joan Patlin et son frère Justin étaient membres d'un gang rival. Crystal a été touché à la tête à bout portant, tandis que son petit ami a été atteint au niveau du ventre. Les images de vidéosurveillance montreraient Justine prenant le volant, conduisant jusqu'à un magasin proche, sortant avec sa sœur dans les bras et appelant à l'aide.
Crystal est décédée de ses blessures à l'hôpital 2 jours plus tard, tandis que Juan a survécu après avoir subi une opération. Justin est sorti de l'incident physiquement indemne. Il s'est avéré plus tard que les membres du gang, qui faisaient partie d'un groupe appelé 5150, avaient suivi un véhicule qu'ils pensaient appartenir à un membre rival du gang MD. Lorsqu'ils se sont perdus et ont vu la voiture de Juan, elle ressemblait à celle des membres du gang rival, et ils ont supposé que c'était la même, ce qui a déclenché l'attaque. Après la mort de Crystal, sa mère, Belinda Lane, et sa jeune cousine Jamie ont décidé de mener leur propre enquête. Avec l'aide de Jamie, Belinda a créé 2 faux comptes MySpace, dont un qui utilisait la photo de Crystal avec un nom différent. Elles espéraient ainsi contacter des membres du 5150 et obtenir des informations pour faire arrêter les coupables. Peu après, le plan de Belinda a réussi lorsqu'elle a rencontré William Sotelo, membre du gang. Il s'est avéré qu'il était le conducteur du SUV cette nuit-là et que le véhicule lui appartenait. Belinda a ensuite transmis leur conversation à la police, qui a utilisé ces informations pour convoquer Sotelo à un entretien. Lors de l'interrogatoire, il a incriminé Julio Herodia, affirmant que c'était lui qui avait tiré la balle qui a tué Crystal. À ce stade, cependant, il n'y avait aucune preuve matérielle liant Sotelo à la scène du crime, donc les enquêteurs l'ont relâché. Frustrant, il s'est ensuite enfui en Californie et est resté en cavale pendant plus de 10 ans. Il a finalement été arrêté au Mexique en 2020 où il travaillait comme cultivateur de piments. Après que Belinda ait trouvé des informations à son sujet sur Facebook et reçu un tuyau concernant son emplacement précis. Au moment de son arrestation, 2 autres membres du gang avaient été identifiés et liés au meurtre, une paire de frères nommés William et Manuel Limus. Leurs témoignages se sont ensuite révélés essentiels pour condamner Herodia pour le meurtre, bien qu'en échange de leurs déclarations, il n'ait pas été inculpé en lien avec le crime. Herodia a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre, tandis que 10 autres membres du gang ont été jugés et condamnés en lien avec la fusillade. Ils ont été inculpés pour divers crimes et leur peine allait de la probation à 18 ans de prison. Au fil des années, Belinda était également connue pour avoir contacté plusieurs suspects potentiels, et elle et Jamie ont même menacé certains d'entre eux au téléphone. Certains membres du gang à qui ils ont parlé n'étaient pas liés au crime. Dans un documentaire sur l'affaire, Belinda a même admis qu'à un moment donné, elle avait rêvé de rassembler tous les membres du gang à une fête et de les abattre elle-même. Elle était tellement ancrée dans son chagrin et sa colère, a confié Belinda aux médias. « J'étais complètement dévastée. J'étais tellement enragé, en colère, triste et submergé. Je ne voulais même plus vivre, je voulais juste mourir. » Cependant, a-t-elle noté, cette colère a nourri sa quête de réponse et l'a poussée à contacter Sotelo. Sans ces informations, elle n'est pas sûre du temps qu'il aurait fallu à la police pour trouver des réponses dans l'affaire de Crystal. Cheryl Ann Macmillan. Le 8 juin 1968, le corps d'une jeune femme a été découvert à Los Angeles, en Californie. Elle était affalée sur une table de pique-nique près de Mount Hollywood Drive, vêtue d'un bikini à pois, d'un manteau et d'une paire de sandales. Bien qu'elle ait été décrite comme étant petite, avec des cheveux blonds décolorés et des sourcils bien entretenus, les enquêteurs n'avaient pas grand-chose d'autre sur quoi s'appuyer puisqu'elle ne portait aucune pièce d'identité. La piste la plus notable dont disposait la police était qu'on pensait qu'elle séjournait au motel Hollywoodland à Studio City et qu'elle aurait pu utiliser le nom de Cheryl Miller. La plus grande preuve retrouvée sur les lieux était une alliance en or qu'elle portait avec l'inscription CBAEJ 9 1420. Jane Doe était décédée d'une apparente overdose de drogue. Comme les autorités n'ont jamais pu confirmer son identité, elle a été désignée sous le nom de Jane Doe, 18. Au cours des mois suivants, les enquêteurs ont suivi les rares pistes dont ils disposaient, mais n'ont jamais pu lui rendre son nom. Pendant des décennies, l'affaire est restée non résolue. En 2010, le célèbre artiste médico-légal Karl Koppelman est tombé sur son image et a mis en ligne une reconstitution faciale de Jane Doe, 18, ou Griffith Park Jane Doe, comme elle allait être connue par la suite. Et c'est cette image qui a attiré l'attention d'une femme nommée Rita Ellen Hood en 2016. En juillet, lors de sa pause déjeuner, Rita parcourait Facebook quand elle a vu une version modifiée de la reconstitution. Karl avait récemment publié que le duo avait déjà travaillé ensemble et qu'ils étaient toujours amis sur Facebook. Des années plus tard, après avoir vu l'image, Rita a lu l'histoire de Jane Doe.
Elle a été intriguée par l'alliance que la femme portait et a remarqué que la date gravée sur la bague, le 4 septembre, était son anniversaire. Dans les semaines suivantes, Rita a fouillé les registres de mariage sur Ancestry.com, cherchant des personnes dont les initiales et les dates correspondaient à la bague de Jane Doe. Elle a commencé par rechercher les 10 prénoms féminins les plus populaires de l'époque, commençant par E, comme Elizabeth, Ethel et Edna. Elle a ensuite commencé à chercher ces femmes dont le nom de famille commençait par J, qui avaient épousé des hommes portant les initiales CB le 4 septembre 1920. Pendant un mois, Rita passait ses nuits à consulter les archives. Une fois que ses enfants étaient recouchés, elle veillait tard, déterminée à trouver des réponses. 4 semaines après le début des recherches, elle trouva une correspondance. Edna Lydia J. a épousé Charles J. Bush à Détroit le 4 septembre 1920. Edna a eu 2 filles avant de décéder d'un problème de santé en 1932 à seulement 30 ans. Une enquête plus approfondie sur ces dossiers a révélé que Geraldine Bush, l'une de ses filles, s'était mariée 3 fois la dernière fois avec un homme nommé Jean-Paul Manzo en 1960. Rita a commencé à chercher un Jean Manzo sur les réseaux sociaux et est tombée sur Jean Manzo Jr. qui vivait en Californie. Elle lui a écrit le 9 septembre espérant qu'il accepte de parler pour savoir s'il avait un lien avec Géraldine. Rita a attendu plusieurs jours avant d'obtenir une réponse. Le 11 septembre, Jean lui a dit que Géraldine était sa mère et Edna sa grand-mère. Rita lui a alors demandé s'il savait ce qu'il était advenu de l'alliance de sa grand-mère, car elle avait été retrouvée sur le corps d'une inconnue en Californie. Avant même que Rita ne puisse commencer à poser des questions, Jean a avoué « Ma sœur a disparu depuis 1968. Quand votre inconnue a-t-elle été retrouvée ?» Il s'est avéré que Jean avait une demi-sœur nommée Cheryl Ann Macmillan qui a disparu quand il avait 6 ans et qu'elle en avait 21. Jean était très attaché à Cheryl. Il se souvenait qu'elle l'emmenait partout et lui témoignait beaucoup d'affection, rappelant ce sentiment d'amour et d'être choyé. Bien que Cheryl soit le fruit du premier mariage de Géraldine, elle a été adoptée par le 2e mari de leur mère. Elle a obtenu son diplôme de Campbell High School en 1964 et a ensuite déménagé à Los Angeles, où la famille a perdu contact avec elle. À un moment donné, Géraldine a engagé un détective privé pour la retrouver, et bien qu'il ait réussi à la localiser, elle lui aurait dit « Laissez-moi tranquille, dites-leur que je vais bien ». La famille savait seulement qu'elle avait sombré dans la drogue et fréquenté un homme nommé Miller. Cheryl devait être demoiselle d'honneur au mariage de sa cousine le 22 juin. La cousine, Hélène Saval, dira plus tard aux journalistes que Cheryl ne s'est pas présentée pour l'essayage de la robe. Pour l'essayage, mais qu'elle avait appelé peu après pour lui assurer qu'elle serait présente. Cependant, le jour même, elle n'est jamais venue. À l'insu de la famille, son corps avait déjà été retrouvé par les enquêteurs. Quelques semaines plus tôt, Jean avait déclaré aux médias que sa famille avait affirmé avoir déposé un signalement pour disparition. Mais la police, en 2016, n'avait pas pu le retrouver. Il a ajouté « Nous l'avons toujours cherchée vivante, nous n'avons jamais cherché des inconnus. » Après sa conversation avec Jean, Rita s'est rendue à la police avec ses découvertes. Le 22 septembre 2016, les autorités ont annoncé que la Jane Doe de Griffith Park était bien Cheryl Macmillan. Bien que les circonstances exactes de la mort de Cheryl soient inconnues, ses proches soupçonnaient depuis longtemps que sa disparition avait un lien avec son implication dans le trafic de drogue. Hélène a déclaré que sa cousine lui avait un jour confié qu'elle transportait de la drogue entre des villes mexicaines. Hélène a ajouté « Je me suis juste dit que d'une manière ou d'une autre, en transportant de la drogue, elle avait été tuée ou capturée ou qu'elle était assise dans une prison mexicaine. » John Manzo Jr., quant à lui, trouve du réconfort dans le fait que, même si elle avait probablement besoin d'argent, Cheryl n'a jamais mis en gage la bague de leur grand-mère. Et voilà, vous avez les faits. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine fois.